Voilà comment je voudrais clôturer la deuxième partie, ou la troisième partie de mon intervention pour démontrer en quoi le président Dadis, assis ici devant vous, est en réalité une victime des événements du 28 septembre. Alors, je me serais arrêté là, très franchement, parce que, après avoir écouté les confrères Almami Samori Traoré, Antoinette Ouedraogo, Pépé Antoine Lama, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, en plus de ça, suffit. Mais suffit largement si le droit doit être dit. Et je sais que c'est ce droit qui sera dit. Parce que nous refuserons si ce droit n'était pas dit. Nous n'accepterons pas si ce droit n'était pas dit. Je sais que votre conviction est déjà assise. Je sais que personne, même pas le parquet, même pas les parties civiles, ne vous amèneront à entrer en condamnation contre cet homme contre qui on a requis l'inimaginable. La perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans pour ce procès qui s'est tenu, pas seulement publiquement, mais qui est médiatisé et dans lequel on n'a retrouvé aucun élément de rattachement concernant son implication éventuelle dans ces massacres. Je me serais limité là, comme je vous l'ai dit, mais nous ne voulons laisser l'ombre d'aucun doute, même si nous savons et que nous sommes convaincus que doute, s'il y en a, le doute profitera au président Dadis en sa qualité d'accusé. Aussi, c'est parce que, comme on le dit souvent, quand vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Nous allons donc partir au-delà de ce que les confrères ont déjà indiqué pour la défense du président Dadis, pour ne pas donner l'impression au parquet qu'il est seul ici. Il ne l'est pas, il n'est pas seul. Pour ne pas donner aux parties civiles qu'elles sont seules ici, elles ne le sont pas. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous allez me permettre de revenir sur chaque chef d'accusation pris au cas par cas. Pris au cas par cas pour justement compléter les plaidoiries sur cet élément-là. Après, donc, ces chefs d'accusation et la démonstration de leur mal fondé, je vais prendre 1 ou 2 heures ou même 3 heures pour uniquement démonter en pièces le sésame, le document le plus important dans ce procès pour le parquet, pour les parties civiles et même pour la communauté internationale, puisque c'est ce document-là qui constitue d'ailleurs la continuité du complot, puisque fait sous l'égide de l'ONU. Je vais vous le démontrer ici
pendant 2 heures ou 3 heures à travers des travaux scientifiques effectués sur ce document, c'est ce document que le parquet a comme sésame pour demander la requalification. Après donc, parce qu'il faut être très franc, ce qui est soutenu par le parquet dans ses réquisitions écrites, ce qui a été soutenu par le parquet dans ses réquisitions orales ici, ce qui a été soutenu par les parties civiles dans leurs conclusions aux fins de requalification, ce qui a été soutenu par les parties civiles ici, oralement, pendant leur plaidoirie, ne permettent pas de requalifier. C'est pour ça, après donc ce sésame, nous allons intervenir pour vous démontrer l'impossibilité de requalification et avec des termes terre à terre. Lorsque nous aurons fini ça, Monsieur le Président, nous nous attaquerons à tous les fondements de cette requalification, à la jurisprudence totalement hors sujet, invoquée par le parquet, parce que toutes ces jurisprudences concernent le crime de guerre et non le crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité, au même titre que le crime de guerre, au même titre que le crime de génocide, au même titre que le crime d'agression, sont des éléments qui entrent, les 4 éléments qui entrent dans la compétence de la Cour pénale internationale. Mais on a tout confondu dans un procès pénal pour venir vous faire lire l'arrêt Yamashi, mais sans vous parler de la Seconde Guerre mondiale. Pour venir vous parler de Touvier, sans vous parler de ce qu'était Touvier, chef de miliciens à Lyon. On vous a parlé du tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie. Mais on a totalement oublié que c'était une épuration ethnique. On est allé jusqu'à vous parler de la Chambre africaine extraordinaire. Nous reviendrons sur ces éléments-là et nous les démontrons au cas par cas. Nous suivrons nos plaidoiries parce que nous avons peur que le parquet et les parties civiles vous induisent en erreur. Nous vous parlerons de la manière dont l'erreur judiciaire déshumanise la justice. Oui, la déshumanisation de la justice, alors que la justice doit garder à tous égards, en tout temps, son visage humain. Mais nous vous dirons surtout quels sont les acteurs qui peuvent agir pour vous induire en erreur. Et nous vous dirons que faut-il pour vous pour éviter ces erreurs judiciaires. Enfin, nous vous donnerons des exemples de procès très connus dans lesquels il y a eu de véritables erreurs judiciaires et où les gens ont été déshumanisés à cause de la justice. Alors, nous vous dirons enfin notre mot de la fin. Vous comprenez donc que nous allons être ensemble toute la journée d'aujourd'hui. Peut-être que même nous serons ensemble toute la journée de demain. Parce que lorsque on défend un ancien chef d'État, je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, qu'il s'agit de plusieurs nuits blanches, sans dormir. Parce qu'un ancien chef d'État incarne tout un pays. Alors quand nous prenons sa défense, nous devons utiliser les mots qu'il faut. Nous devons placer chaque mot à leur place. Rassurez-vous donc qu'aujourd'hui et demain, je continuerai mes plaidoiries.
Ceci dit, Monsieur le Président, je voudrais donc passer au chef d'accusation. Conformément à l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, l'ordonnance numéro 007/17 du 29 décembre 2017 du cabinet du pôle des juges d'instruction et en application des articles 283 et 288 du Code de procédure pénale, le président Moussa Dadis Camara est renvoyé par devant ce tribunal criminel pour 8 chefs d'accusation. Alors, je dis bien 8 chefs d'accusation. Le premier chef, c'est bien la complicité de meurtre et d'assassinat, fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206 et 208 du Code pénal pour avoir, selon l'ordonnance de renvoi, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'insurction, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours. C'est le point 2, la page 40 de l'ordonnance de renvoi. Deuxième chef d'inculpation, la complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, fait prévu et puni par les articles 19 et 303 du Code pénal pour avoir, selon l'ordonnance de renvoi, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'insurction à la commission des enlèvements, torture et séquestration des manifestants. C'est le point 6 de la page 41 de l'ordonnance de renvoi. Troisième chef d'accusation, complicité de coups, blessures et violences volontaires, fait prévu et puni par les articles 19 et 39 du Code pénal pour avoir, selon l'ordonnance de renvoi, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, par provocation et fourniture d'insurction, participer en pleine connaissance de cause à la commission des coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. C'est le point 7 de la page 42 de l'ordonnance de renvoi. 4. Complicité de pillage, de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu, fait prévu et puni par les articles 510, 514 et 19 du Code pénal, pour avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'insurction au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, de conteneurs et leur contenu. C'est le point 8 de la page 42. Cinquième chef d'accusation, la complicité de vol à main armée, fait prévu et puni par les articles 373, 381 et 382 du Code pénal, pour avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'insurction, participer au vol à main armée. Le point 10, page 43.
mise en danger de la vie d'autrui. Mais 6. Fait prévu et puni par l'article 297 du Code pénal pour avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper des manifestants aux crimes et délits commis au stade. Point 11, page 49. 6. Abstention délictueuse. Fait prévu et puni par l'article 298 du Code pénal pour avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, s'être dans les mêmes circonstances de temps, de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour eux ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ, volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Point 11. Page 43. Complicité, et là, il y a problème de crimes et délits non précisés. Fait prévu et puni par l'article 19. Monsieur le Président, voici les 7 chefs d'inculpation pour lesquels le président Moussa Dadis Camara est renvoyé devant vous, devant ce tribunal criminel. Alors, avant d'entrer dans la démonstration de ce que ces faits ne sont pas constitués à son égard, un constat et des observations deviennent nécessaires. Le constat, c'est quoi? C'est bien l'abandon des chefs d'accusation de l'ordonnance de renvoi par le ministère public et la partie civile. Ce procès a commencé depuis bientôt 2 ans. Mais le ministère public n'a jamais parlé de ces infractions dans ses réquisitions. Il s'est plutôt concentré sur la requalification. La partie civile, puisque les deux sont dans un mariage, malheureusement construite sur du sable, parce que lorsqu'on construit un château, dans du sable, on est sûr qu'il va s'écrouler à tout moment. Est également allé dans le même sens. C'est vrai que cela pose une inquiétude, ou même une double inquiétude, même si cela arrange les personnes poursuivies. L'inquiétude, c'est quoi, Monsieur le Président? Pourquoi le parquet ne communique pas ou n'a pas communiqué dans ses réquisitions de ces infractions, pourtant qu'il vous lit? Pourquoi des débats menés ici, à la barre de ce tribunal criminel, dans lesquels le parquet a soutenu mordicus la requalification et le tribunal a pris soin de joindre cela au fond? Pourquoi le parquet revient toujours dessus? La première réponse, c'est quoi? C'est que pour le parquet, aucun des chefs d'accusation que je viens de citer à l'égard du président Dadis n'est constitué.
Il faudrait que cela soit acté. Parce que nous n'avons rien entendu de complicité, de meurtre et d'assassinat invoqués par le parquet à l'égard du président Dadis. Nous n'avons jamais entendu de complicité, de séquestration, de torture et d'enlèvement invoqués et justifiés à l'égard du président Dadis, d'ailleurs comme pour tous les autres. Nous n'avons jamais entendu de complicité, de vol à main armée, invoqué et justifié à l'égard du président Dadis, ici, dans les réquisitions. On va vous interrompre. Rejoignez le box, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Lorsque je suis arrivé au fait, j'étais en train de dire qu'un constat s'imposait, que des observations s'imposaient avant même de rentrer dans la démonstration du mal fondé de ces infractions, en tout cas à l'égard du président Dadis. Et j'avais commencé par le constat de l'abandon de tous les chefs d'accusation de l'ordonnance de renvoi. Pourtant, c'est cette ordonnance-là qui vous lie. Pourtant, c'est dans cette ordonnance-là que vous êtes saisi de faits. Je ne parle pas de qualification, on en parlera. Que vous êtes saisi de ces personnes-là. C'est pour ça, en droit, on dit que vous êtes saisi in rem et in personae. Je disais par rapport au constat que les ministères publics ayant abandonné, cela devrait être acté pour nous. Et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des accusés ici présents. Monsieur le Président, la loi permettait pourtant au ministère public, s'il estimait que l'information n'avait pas été faite telle que voulue, ou de manière complète, de manière convaincante, pouvant lui permettre de mieux poursuivre avec des éléments qu'il faut devant vous contre ces accusés, de demander tout simplement un supplément d'information. Et dans ce cas-là, si vous accédiez à telle demande, un juge d'instruction aurait été saisi, ce juge d'instruction aurait approfondi de plus en plus l'information judiciaire, en répondant naturellement aux questions que vous prendrez le soin de lui poser, étant entendu que vous tiendrez bien sûr compte de la demande ou du contenu de la demande faite par le ministère public. En abandonnant, alors même aussi qu'il avait cette possibilité, le ministère public, sur ce point-là, reconnaît tout simplement sa défaite. On aurait bien aimé que de manière élégante, que le ministère public dise qu'il n'y a pas lieu à poursuivre du fait de toutes ces infractions, parce que, encore une fois, la loi ne l'oblige pas à poursuivre à charge. La loi lui permet également de poursuivre à décharge. C'est pour ça que le ministère public, en agissant
Ainsi, il abandonne toutes les charges retenues contre tous ces accusés ici présents. Il abandonne les chefs d'accusation à l'égard du président Dadis, les chefs d'accusation dont on a parlé tout à l'heure. L'autre inquiétude, c'est quand, n'insistant avec tous les moyens qu'il faut, je note des moyens non fondés en tout lieu, mais non fondés du début à la fin. Mais nous nous demandons bien sur quoi le ministère public s'appuie. Puisqu'il a déjà démissionné de ces faits, nous sommes convaincus que relativement à ces faits, aucun des accusés ici présents ne pourrait être retenu dans les liens de la prévention pour crimes constitués. Alors cela fait peur, cela fait douter de la méthode du ministère public. C'est sa méthode à lui, il est le seul responsable de cette méthode-là. Nous nous contentons tout simplement d'en discuter parce que cette procédure-là, elle est publique, elle est contradictoire. Mais un autre élément plus important, Monsieur le Président, en abandonnant et en insistant mordicus sur la requalification, le ministère public ne tient pas compte de la qualité de chaque accusé renvoyé devant vous ici. Certains sont auteurs, des présumés auteurs, passez-moi l'expression, Monsieur le Président, Messieurs les juges, assesseurs, d'autres sont des présumés complices. Quelle sera la situation de cette qualité, puisque nous n'en avons pas parlé? J'en parlerai justement en parlant de la requalification. Parce que si vous n'êtes pas saisi de qualification, la question c'est, est-ce que vous avez le pouvoir de changer la qualité des personnes qui sont renvoyées devant vous?